Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est un casse-tête pour le gouvernement et une mauvaise nouvelle pour le portefeuille des Français. En décidant d'annuler le gel des tarifs du gaz, le Conseil d'État donne raison à GDF Suez et impose au gouvernement de revoir rétroactivement les tarifs. La décision sonne comme un désaveu pour l'équipe Hérault qui avait promis cette mesure de protection du pouvoir d'achat. Mais l'exécutif ne baisse pas les bras pour autant et appelle à des discussions responsables avec les fournisseurs de gaz. Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Le temps du dialogue est utile et efficace. C'est par cette phrase en forme de plaidoyer que Jean-Marc Ayrault a conclu les 2 jours de débat de la conférence sociale. Le Premier ministre a détaillé sa feuille de route au menu emploi, protection sociale et compétitivité. Tout cela s'est déroulé au Conseil économique et social. On en parle justement avec le maître des lieux, Jean-Paul Delevoye, dans un instant. David Cameron déroule le tapis rouge pour François Hollande en visite en Grande-Bretagne pour la première fois depuis son élection. Le président français a rencontré le Premier ministre britannique. Il a ainsi pu apprécier les points d'accord entre les 2 pays, mais aussi les sujets de divergence sur la crise de l'euro ou encore sur la taxation des hauts revenus. Autre rencontre beaucoup plus consensuelle, le tête-à-tête avec Queen Elizabeth autour d'une tasse de thé, of course. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être avec nous ce soir. 2 jours d'échange entre les partenaires sociaux et le gouvernement et la conclusion tout à l'heure de Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre a surtout détaillé le calendrier des réformes à venir, retraite, compétitivité, emploi. On voit tout cela avec Elisa Bertolomé. Premier gros dossier, l'emploi. Des négociations sur le droit du travail seront ouvertes à l'automne. Il sera notamment question du contrat de génération et des accords compétitivité-emploi. Autrement dit, la possibilité de moduler les salaires quand l'entreprise connaît des difficultés. Dès la rentrée 2012, nous améliorerons ensemble le dispositif du chômage partiel à partir de l'évaluation de votre accord. Lutter contre la précarité de l'emploi et trouver les moyens d'accompagner les mutations économiques est une nécessité. Deuxième dossier plus consensuel, les rémunérations. Celles des chefs d'entreprise seront régulées pour éviter les abus. Mais surtout, les règles de revalorisation du SMIC vont changer. Il sera désormais indexé sur la croissance. Nous souhaitons permettre une évolution des règles de revalorisation du SMIC visant à mieux intégrer la croissance. À cet effet, un groupe de travail interministériel travaillant en lien étroit avec les partenaires sociaux examinera les différents scénarios d'ajustement des critères de revalorisation. Dernier dossier, plus compliqué à gérer, le social. Sur les retraites, un groupe d'experts sera chargé de proposer des pistes pour les réformer au printemps 2013. Concernant la réforme de la protection sociale, une augmentation de la CSG est évoquée. Mais lors de son discours de conclusion, le Premier ministre ne l'a jamais mentionné. Voilà, justement, et sur ce sujet, ce soir, le Premier ministre n'exclut pas une hausse de la CSG pour financer la protection sociale, mais il a renvoyé une éventuelle décision sur ce sujet au dialogue social en cours. Dans l'actualité également, François Hollande qui a effectué sa première visite officielle en Grande-Bretagne. Le président français a rencontré la reine Elisabeth II. Pas de témoins lors de cet entretien, mais on sait qu'ils se sont échangés des cadeaux. François Hollande a offert à la souveraine, férue d'équitation, une statue d'Amphitrite assise sur un cheval et la reine lui a remis 2 portraits dédicacés de son époux et d'elle-même. Puis le président français a aussi et surtout rencontré David Cameron à Downing Street devant le Premier ministre conservateur. Le président français a défendu, vous allez le voir, la possibilité d'une Europe à plusieurs vitesses. Paul Bouffard. Il y a bien eu un tapis rouge, mais surtout des sourires et des amabilités. Oubliez l'humour anglais sur les exilés fiscaux qui avait crispé les relations franco-britanniques. Le pardon, mais je ne m'étais pas du tout senti offensé par un trait d'humour. Moi, j'apprécie beaucoup l'humour, et surtout l'humour britannique. Donc, j'étais très heureux qu'on puisse m'offrir un tapis pour les prochains mois et les prochaines années. Pour sa première visite en Grande-Bretagne, parade de la garde britannique et entrevue de 2 heures au 10 Downing Street, la résidence de David Cameron. Au menu des discussions, l'Europe, bien sûr, selon François Hollande, la diversité des positions doit être respectée. Donc, nous devons concevoir l'Europe à plusieurs vitesses. Chacun venant à son rythme, prenant ce qu'il veut dans l'Union, dans le respect des autres pays. Et c'est ainsi que nous construirons une relation respectueuse et forte.
Une visite en forme de prise de connaissance entre les deux hommes. Pour conclure son voyage londonien, François Hollande ne pouvait échapper à un tea time très particulier en présence de la reine Elisabeth II. Et c'est une décision qui fait mal au portefeuille. Le Conseil d'État estime que le gel des tarifs du gaz est illégal. GDF Suez a donc remporté la partie et c'est un véritable casse-tête pour le gouvernement qui n'a d'autre choix que d'augmenter ses tarifs. Mais le Premier ministre veut croire ce soir que cette hausse sera étalée dans le temps. Les détails avec Alexandra Colino. La limitation à seulement 2% de la hausse du prix du gaz, annoncée hier par Jean-Marc Ayrault, est déjà aux oubliettes. Gaz de France, engagé depuis un an dans une bataille des prix avec l'État, vient de gagner. Le Conseil d'État a annulé aujourd'hui une limitation des tarifs initiée par le gouvernement Fillon en septembre 2011. Concrètement, cette décision impose une hausse rétroactive du prix du gaz, une hausse prévue entre 8 et 10%, soit 40 € en moyenne par foyer. Pris en tenaille, le gouvernement entend revoir au plus vite la méthode de fixation des prix du gaz. Vous savez, ce qui apparaît, c'est que ce système de calcul du prix du gaz, mais ça vaut aussi pour le prix de l'électricité, est de plus en plus compliqué et peut provoquer effectivement des contentieux. Donc nous allons le changer, parce que c'est un système qui est dépassé. En attendant, le gouvernement appelle à la responsabilité et à la solidarité de l'entreprise pour s'entendre sur de nouveaux tarifs, afin d'épargner les plus bas revenus, car la précarité énergétique était une préoccupation de François Hollande pendant sa campagne. Et nos invités ce soir, d'abord pour évoquer les conclusions de cette grande conférence sociale, c'est le président du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je précise aux téléspectateurs que c'est dans ce lieu, au Palais d'Iéna, que s'est donc tenue cette conférence. Avec nous également notre chroniqueur, Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Alors Jean-Paul Delevoye, tous les participants, vous l'avez sans doute vu, entendu, ont salué la formidable qualité d'esprit de cette conférence. Ils ont salué l'écoute, la concertation, le temps du dialogue. Est-ce que selon vous, en 48 heures, on a installé une nouvelle culture du dialogue social en France? En tout cas, on a amorcé une nouvelle culture. Vous savez, j'avais toujours été très frappé qu'après la guerre, pour affaiblir l'Allemagne, on avait créé les Länder, pour affaiblir l'État, et on avait, pour empêcher un dictateur nouveau d'arriver, de demander aux décideurs politiques, avant de prendre une décision, d'avoir l'accord des patrons et des syndicats. Et ce qui devait faire la faiblesse de l'Allemagne en fait aujourd'hui sa force. En France, la fragilité des acteurs politiques et syndicaux fait que l'on se construit dans la posture, dans le conflit, plutôt que dans le dialogue. Or, je ne crois pas que nous sommes en crise, nous sommes en métamorphose. Et quand on est en métamorphose, il faut conduire le changement, il faut que les acteurs soient à la hauteur, et ça ne peut se faire que dans le dialogue. Et moi, j'avais, dès l'élection de M. Hollande, souhaité que le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui est un lieu par définition de neutralité, d'indépendance, mais où l'ensemble des acteurs ont l'habitude de se parler. Il y a la culture du consensus, la culture du dialogue, puisse servir de lieu d'échange, de dialogue permanent. Et le président Hollande, qui ne souhaitait pas lancer sa conférence sociale dans un lieu de pouvoir, a choisi le Conseil économique et social et environnemental, et je m'en réjouis. Et c'est vrai qu'en 48 heures, très clairement, a été posé un diagnostic partagé, a été mis en place une méthode et un calendrier, ce qui veut dire que maintenant que les chantiers sont ouverts, c'est là où les dissensus où les consensus vont apparaître. Mais à l'évidence, les points de désaccord vont apparaître comme les points d'accord. On a beaucoup dialogué, vous l'avez dit, le Conseil économique social, c'est un lieu de débat, mais vous avez eu de hautes responsabilités. Vous êtes un politique, vous avez été un ancien ministre, vous savez qu'à un moment, il faut trancher, il faut décider, donc décevoir. On a vu la capacité de synthèse de ce gouvernement. Est-ce qu'il a aussi la capacité de décision ? La décision s'impose. La gravité de la situation dans laquelle se trouve la France a fait que le président de la République avait très clairement identifié les trois défis. La réduction de la dette, il faut savoir qu'en 2013, la France sera le premier pays émetteur d'obligations pour financer son déficit et le renouvellement de la dette, et que le moindre écart qui ferait augmenter les taux d'intérêt peut coûter entre 20 et 30 milliards à la France. La seconde, c'est qu'à l'évidence, on a un défi de compétitivité, et qu'aujourd'hui, nier qu'en Europe, on a un espace concurrentiel dans lequel la France a perdu un certain nombre de places, fait que si nous n'arrivons pas à retrouver cette compétitivité, si nous n'avons pas cette croissance, et je crois qu'elle sera limitée, nous ne pourrons pas financer nos dépenses de retraite et nos dépenses d'assurance santé. Et enfin, sur la problématique du chômage, à l'évidence, on voit bien que les équations d'hier ne marchent plus. Ce qui veut donc dire que la respiration démocratique a changé de nature. Il n'y a plus un politique qui arrive, qui décide, et on demande à obéir. Ça ne marche plus du tout. Il y a un temps pour les enjeux. Qu'est-ce qui est au cœur des priorités? Ça a été l'amorce de cette discussion et de la conférence sociale. À partir de cela, comment on organise les débats? C'est les chantiers qui sont aujourd'hui ouverts. Et la décision politique s'impose à un moment, mais au troisième stade.
pas tout de suite. Malgré et évidemment, l'urgence de la situation. La décision fait qu'en tenant compte des avantages des uns et des autres, c'est impossible de mettre d'accord. Il faut tout faire pour essayer de les mettre d'accord, ce qui se passe en Allemagne. Mais évidemment, la maturation, la temporalité de la décision est souvent en conflit avec le temps nécessaire pour la maturation et l'élaboration d'un consensus. Alors Jean-Louis Gombault, est-ce que malgré tout, il y a eu bien du concret déjà à l'issue de ces 2 jours de débat? Il y a du concret dans le sens où il y a une thématique, il y a une méthode, et surtout, il faut bien voir, expliquer aux gens que tout ceci n'est pas organisé par hasard. C'est pas fait n'importe comment, je veux dire. On remarque par exemple, lorsqu'on regarde les thèmes, qui sont souvent très clivants, où il y a des oppositions, il y aura des colères et il y aura des coups de gueule qui vont s'opérer pendant ces tables rondes. C'est fait d'une manière où, quelque part, les syndicats y trouvent leur bonheur, et par ailleurs, le patronat, les entreprises peuvent y trouver le leur. Je prends 2 exemples. Sur l'emploi, par exemple, il est question de réforme du droit de licenciement. Ça met en colère Madame Parizeau. Elle ne peut pas être... Mais les syndicats vont être contents qu'on puisse lutter contre la précarité. Pareil, d'ailleurs, elle est intervenue cet après-midi, ce soir, devant l'ensemble des médias, pour dire à quel point elle était en désaccord sur le fait qu'on mette ça sur la table. Mais elle, par ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, elle va trouver des choses intéressantes pour elle. Par exemple, quand on va parler de la compétitivité. Ça hérisse. Chacun y trouve son compte. Voilà, chacun y trouve. Et donc, ça nous donne la possibilité de trouver, in fine, un donnant-donnant général dans lesquels certains vont pouvoir tirer ce qui les intéresse, mettre un peu sous le boisseau les points sur lesquels ils s'opposent, et donc ça nous permet d'avoir quelque chose, des conclusions positives. Jean-Louis a parlé de compétitivité, Jean-Paul Delevoye. Est-ce qu'il y a une prise de conscience ou une meilleure, en tous les cas, prise en compte de la part de ce pouvoir de gauche, de ce problème de compétitivité? On se souvient que pendant la campagne, François Hollande n'en avait pas beaucoup parlé, et ce mot, il revient beaucoup dans sa bouche et celle de son Premier ministre. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Bien sûr, mais personne ne peut nier cela. Personne ne peut nier qu'aujourd'hui l'Europe est à un carrefour et qu'aujourd'hui il faut plus d'Europe. Et personne ne peut nier que depuis 10 ans, la France a perdu, notamment en matière d'industrie, des places par rapport à... Il faut savoir que par exemple sur l'excédent de l'Union à 27, c'est 174 milliards, l'Allemagne pèse à elle seule pour 143 milliards et que notre balance extérieure est aujourd'hui extrêmement négative. Le Conseil économique, social et environnemental, qui est composé de tous les syndicats, salariés, patronaux, les écologistes, les jeunes et la parité, avait voté il y a quelques mois à l'unanimité un avis sur la compétitivité pour dire à quel point ce sujet était éminemment politique. Et ce qui était tout à fait révélateur, je partage votre avis sur l'aspect un peu, je dirais pas tactique, mais presque, on voit que les 3 grands axes qu'a souligné le président Hollande, c'était 1, la dette, 2, la compétitivité, 3, l'emploi. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la compétitivité est aujourd'hui au cœur de la capacité qu'a la France de pouvoir faire face à ces financements. Et Jean-Louis Gombault, qui dit compétitivité, dit coût du travail, dit donc transfert des charges. On parle de plus en plus de la CSG. Ce soir, Jean-Marc Ayrault indique que c'est une piste parmi d'autres. C'est la piste qui semble quand même privilégiée. Oui, elle tient la corde, cette piste. Oui. Visiblement, elle tient la corde, puisque la TVA sociale est sortie du jeu pour des raisons qui tiennent au résultat de la présidentielle. Tout le monde sait que la protection sociale en France est financée aux 2 tiers sur le travail, donc le coût du travail, et que ça pose un problème. Et donc, il faut trouver une autre méthode de financement. On ne va pas faire la table ronde compétitivité ce soir ici, mais c'est clair que la seule manière qui va s'imposer, qui va discuter, et les syndicats sont pour. Je pense à la CFDT qui a déjà donné, pas son accord, mais qui n'est pas défavorable à cette mesure. Ça va être effectivement l'entrée en force de la CSG. Mais en ces temps, on parle beaucoup de justice, Jean-Paul Delevoye. Est-ce que la CSG est un impôt juste ? Ce qui est intéressant dans votre observation, c'est que s'il y a eu débat sur les solutions TVA sociale ou CSG, il y a absolument consensus aujourd'hui sur le fait que le travail ne peut pas financer à lui seul la retraite et la santé. Et donc forcément, l'impôt CSG est peut-être celui qui est le plus juste puisqu'il taxe la totalité des revenus. Il faut savoir que l'impôt sur le revenu aujourd'hui pèse ces 33 ans de dette. Donc c'est quelque chose, la fiscalité doit être à revoir. Et probablement Michel Rocard qui avait créé cet outil est un outil probablement le plus intéressant parce qu'il frappe la totalité des revenus, il est proportionnel et il permet surtout de répondre au principe de solidarité. Si la santé c'est un principe d'un pacte collectif, chacun doit y contribuer. Jean-Louis, pourtant on ressent la hausse sur la fiche de paye, enfin on va la ressentir. Oui, alors c'est ça le débat. Oui. C'est-à-dire le problème, c'est évidemment parce qu'en même temps, on va baisser des charges sociales
axé sur le travail. Et donc le problème va être la répercussion sur la fiche de paie. D'un côté, pour que les salariés ne perdent pas, puisqu'on va augmenter la CSG, qu'ils puissent récupérer un petit peu des cotisations. Dans quelle proportion? Ça, c'est un sujet de débat extrêmement complexe. Évidemment, ceux qui perdront dans l'affaire, il faut le dire, c'est quand même les retraités. Puisque les retraités qui seront donc, mais qui aujourd'hui donc solidarité est relative. Non, la solidarité, tout le monde est aujourd'hui concerné par l'avenir de nos systèmes de solidarité. Il faut savoir qu'avec des croissances faibles vers lesquelles nous nous engageons, il faut 2 à 3 points de croissance pour financer la retraite et la santé dans les paramètres actuels. Nous n'aurons jamais ce niveau de croissance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on revisite les modalités de financement. Deuxième élément sur le coût du travail, un élément nouveau est en train d'apparaître. Si vous discutez avec les entreprises, quelle est la concurrence la plus redoutable en matière de bâtiment? Ce sont les entreprises espagnoles, les entreprises grecques, les entreprises des pays de l'Est qui viennent concurrencer à des coûts de main-d'œuvre extrêmement faibles les entreprises qui sont déjà confrontées au ralentissement de la croissance en France. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène de compétitivité et de concurrence qui est plus favorable pour les entreprises. Il y a effectivement une discussion salariale intéressante pour voir que l'allègement du coût global du salaire ne soit pas uniquement une augmentation ou une diminution du coût net pour le salaire. Au contraire, il faut que ce soit aussi un pouvoir d'achat pour le salarié. Mais aujourd'hui, un certain nombre de catégories qui ont été épargnées vont devoir contribuer parce qu'il y va de l'avenir. Mais parce que la question, il y va de l'avenir de notre système de santé et de retraite. Jean-Paul Delevoye, il y a quelque temps, en tant que médiateur de la République, je précise que vous l'avez été pendant 7 ans. Vous aviez dressé le portrait d'une société française malade, en panne de sens. Est-ce que le docteur Delevoye est moins alarmiste aujourd'hui, plutôt que plus pessimiste? Non, je pense qu'il faut être attentif au fait qu'aujourd'hui, nos concitoyens, mais les Européens, sont extrêmement préoccupés. Quand on regarde le vote grec, on s'aperçoit que c'est la population active qui a voté pour le refus de l'Europe, ce sont les personnes âgées qui ont voté pour. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tensions dans la société. Et il est extrêmement important que le gouvernement puisse, en traitant les urgences, offrir des alternatives positives. Qu'est-ce qui se dégage? Y a-t-il un espoir pour l'Europe? Y a-t-il un espoir pour la France? Est-ce qu'il y a un projet de société pour la France? Est-ce qu'il existe aujourd'hui ce projet chez François Hollande? Est-ce qu'il y a ce dessein d'un destin collectif? Le voyez-vous vraiment? Alors c'est un débat que l'on a pu avoir, effectivement, c'est une de ses préoccupations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce gouvernement est confronté à devoir régler des phénomènes d'urgence qui pèsent sur les plans sociaux, sur la réduction de la dette, parce qu'on s'aperçoit que le moindre dérapage sur les taux d'intérêt peut coûter 20 à 30 milliards. Sur l'urgence, il faut avoir une vision à moyen terme. Quelle perspective européenne? Et cela, c'est un sujet sur lequel je pense que les politiques ne sont pas suffisamment... L'Europe réagit trop tard et pas assez. Il y a une formidable capacité pour l'Europe de recréer une espérance nouvelle. La Chine est en train de revoir sa croissance à la baisse. Elle a doublé son budget militaire. Aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il faut 400 milliards de dollars à injecter pour avoir 100 milliards de PIB. La machine est en train de se gripper. Dans les pays du Maghreb, on voit bien aujourd'hui les formidables tensions qu'il y a par rapport à la précarité. L'Europe, avec son projet de société qui consiste à concilier la performance économique et la performance sociétale... On parle de la même Europe, celle qui est malade déjà de sa monnaie, etc. Vous parlez d'un rêve européen, d'une espérance européenne? Parce qu'on est tous en train de soigner la monnaie qui n'est qu'un outil. Quel est le projet européen? Et si l'on avait un sursaut européen, d'une politique industrielle européenne, si vous parlez d'industrie, aujourd'hui on met en compétition les industries de chaque État à l'intérieur de l'Europe et non pas en synergie. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une donnée politique. Il y a une capacité de sursaut politique, il y a des réponses politiques. Je crois que j'invite les décideurs politiques aujourd'hui à dire... à François Hollande, absolument. Est-ce qu'il a beaucoup parlé durant sa campagne d'un rêve français? Il aurait dû parler d'un rêve européen, selon vous? Le rêve français ne pourra pas se construire sur un cauchemar européen. Ça, c'est sûr. Jean-Louis, sur cette conclusion. Je reviens sur la conférence. Monsieur Copé a déclaré ce soir, parlant de cette conférence sociale... C'est du cinéma. C'est du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, de cette attaque. Non, bon, ça, on est dans la posture. C'est-à-dire, on est dans un pays tout à fait compliqué, qui fait que quand on est dans l'opposition, forcément, on est obligé de considérer que tout ce qui est fait par la majorité est mauvaise. Et vice-versa. Or, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on a plus besoin de rassemblement que de clivage. Ça, c'est le gaulliste social que vous êtes qui parle. Mais je l'ai même écrit. J'ai dit la classe politique, depuis 20 ans, a souvent préféré gagner un électeur, même si elle perdait un citoyen. Or, aujourd'hui, le recul citoyen fait que les gens ne veulent plus de ce type de calcul politicien. Pourquoi sommes-nous dans un pays où on cultive la tolérance, à condition d'avoir la même carte de son parti? Si tu n'as pas la même carte, tu es quelqu'un d'idiot. Moi, je suis pour le partage de l'intelligence, pas du calcul politicien pour gagner des pouvoirs. Eh bien, partageons-la. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Jean-Paul Delevoye. Merci, Jean-Louis, pour votre analyse. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou.
Surprise chez les socialistes ce soir, on s'attendait bien à ce que Martine Aubry soutienne une contribution, c'est-à-dire une motion avant l'heure pour le prochain congrès du parti, mais pas à ce qu'elle en présente une elle-même. Et pourtant, c'est bien ce qu'elle a annoncé ce soir. L'actuelle patronne du PS présente une contribution générale commune avec Jean-Marc Ayrault et réclame le soutien exclusif des dirigeants du PS. Sinon, elle ne quittera pas la tête du parti. Finalement, TF1 écope d'un simple avertissement. Le CSA met en garde la chaîne de télé pour avoir diffusé dimanche dernier des extraits des négociations entre Mohamed Merah et le RAID, des enregistrements choquants pour les familles de victimes. Lorsqu'il y a des images difficilement soutenables ou lorsqu'il y a des images ou des propos qui peuvent heurter la sensibilité du public ou d'une partie du public, les chaînes doivent prendre les précautions nécessaires. La police des polices enquête actuellement pour déterminer l'origine des enregistrements. On s'en souvient, en 2003 c'était le SRAS, en 2009 le H1N1. Aujourd'hui les maladies infectieuses menacent toujours. Un rapport de la sénatrice UMP Fabienne Keller fait le point sur la question et propose une meilleure prévention, information et coordination. L'un des principaux problèmes étant la propagation à grande vitesse de ces maladies. Les patients ont été infectés dans un hôtel à Hong Kong et le lendemain prenaient l'avion, se sont retrouvés dans 6 pays en moins de 24 heures. Et la maladie, ça y est, s'était globalisée. On a retrouvé des cas dans 35 pays au final, 8000 personnes touchées et 800 décès. Pour mieux coordonner les réponses, Fabienne Keller préconise la mise en place d'un système de surveillance planétaire qui permettrait de détecter les nouvelles maladies émergentes. Surtout avoir l'air normal et actif, pendant que d'autres se la coulent douce en vacances. Pas facile, la présidence normale. Donner un reçu à chaque contrôle d'identité, une promesse de campagne visiblement abandonnée pour le moment par le gouvernement qui fait face aux réticences des policiers. Mais c'était sans compter sur la sénatrice écologiste Esther Benbassa qui ne laisse pas tomber. Elle a organisé aujourd'hui au Sénat une table ronde sur le thème. Pour la sénatrice, reculer serait une véritable trahison à l'égard d'un grand nombre de jeunes qui ont voté massivement pour François Hollande. Et justement, elle ne baisse pas les bras et elle est notre invitée ce soir, Esther Benbassa. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Alors vous avez donc organisé une réunion sur ce thème important des contrôles d'identité. D'abord sur la forme, il n'y avait aucun représentant du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous le comprenez ? Écoutez, on était 46 personnes, le ministère avait été invité et vendredi on nous a appelé qu'on ne pouvait pas envoyer quelqu'un ou quelqu'une parce qu'il y avait les préparatifs du 14 juillet. Écoutez, c'est vrai que c'est très important, les préparatifs du 14 juillet. Mais est-ce que c'est pas l'excuse? Certains, notamment dans la police, ont vu dans cette réunion, dans votre réunion, une critique de leur travail, de leur méthode. Est-ce que c'est le cas? On ne veut pas critiquer leur méthode, loin de là. On voudrait aussi leur faciliter la tâche, à savoir qu'actuellement, lorsqu'ils contrôlent parfois abusivement, en raison de la couleur, de l'origine, de l'habillement, aussi, d'une gestuelle, ils sont très mal vus par la population contrôlée. Et s'il y avait un récépissé, peut-être que doucement, la quantité baisserait et peut-être la qualité des contrôles serait mieux organisée et puis il y aurait une confiance qui s'établirait. Bien sûr, tout cela n'est possible que si on forme les policiers. C'est une volonté politique aussi. Une volonté politique. Et si on forme les policiers à l'antiracisme, à la question des discriminations. Ils ne le sont pas suffisamment aujourd'hui, selon vous ? Moi, je ne le crois pas, non. Non, vraiment, je ne le crois pas. Et comment on fait ce genre de formation ? Ça passe comment ? Ça passe par les mots ? C'est une véritable formation que vous proposez ? Oui, c'est une véritable formation. On nous dit qu'aujourd'hui, il y a une formation. Ça doit être 2 heures pendant toute la formation. Mais on peut former, tout le monde se forme. Il y a des sociologues, des psychologues, des gens spécialisés dans l'antiracisme. Et cela peut servir les policiers. Et, de surcroît, je ne crois pas du tout que c'est un acte de défiance que
d'établir ce récépissé, puisque j'ai entendu aujourd'hui des jeunes contrôlés, ils ont fait un collectif, ils disaient quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'était « Nous voulons ce récépissé parce que nous voulons solenniser rendre solennel là le contrôle, parce que ainsi il y aura entre le policier et nous le droit. » Esther Benbassa, on va expliquer aux téléspectateurs en fait ce projet, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner un reçu en fait à toute personne contrôlée, et cela pourrait éviter les contrôles aux faciès à répétition. Vous avez rencontré Manuel Valls il y a quelque temps, vous lui en avez parlé. Son cabinet. Oui, ils étaient réticents, réceptifs. Je sais pas. Votre ressenti? Je n'ai plus de ressenti. Donc vous baissez les bras? Non, je ne baisserai pas les bras, mais enfin, écoutez, on m'a écouté, puis on a dit, oui, voilà, on est en train d'inviter les différents partenaires, je leur ai fait une bibliographie. Vous avez l'impression que ce projet est abandonné? Oh, je ne sais pas. En tout cas, j'ai même fait un modèle de récépissé pour que le contrôle au faciès n'ouvre pas la voie à un fichier. Un fichier suivant la race, l'ethnie, etc. On a tout préparé. Écoutez, je baisse pas les bras, je vais continuer, je vais dialoguer. Aujourd'hui, c'était une vraie journée de dialogue. Il y avait aussi le défenseur des droits, il y avait des représentants de la justice, du ministère de la Justice, il y avait des représentants du Sénat. Mais enfin, écoutez, il faut qu'on continue. Je crois qu'il ne faut pas... Mais est-ce que vous comprenez, alors si on se met de l'autre côté aussi, à la place des policiers, est-ce que vous pouvez comprendre leur réticence face aujourd'hui à une violence très importante, etc. Est-ce que vous comprenez que sur ce sujet, pour eux, ce n'est pas une urgence, ce sujet-là? Écoutez, je ne sais pas pourquoi ça ne serait pas plus urgent qu'une autre chose. Les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui parlaient d'une vraie urgence. Et il y a la violence. Vous croyez que les contrôles aux faciès diminuent la violence? C'est une vraie violence. C'est la vraie violence. On est fouillé, enfin, quand les gens passent dans la rue et voient quelqu'un à terre, la personne qui est à terre est humiliée. Elle n'a plus, quelque part, à un moment donné, elle n'a plus de lien avec la République. Parce que la République, pour cette personne humiliée de cette façon-là, c'est une république de répression. Il faut aujourd'hui sortir de ça. Il y a un état de grâce. Faisons ce geste pour ces gens qui ont voté pour les socialistes. Surtout que ce n'est pas une mesure coûteuse. Vous tirez la sonnette d'alarme et vous le demandez officiellement donc au gouvernement. Je le demande solennellement de Jean-Marc Ayrault. Merci beaucoup Esther Benbassa d'avoir été notre invitée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite votre émission politique Preuve par 3 et je vous dis à demain avec plaisir. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Cette année a été celle de votre envol selon le Maine Libre. Vous êtes passé de l'anonymat, ou presque, au statut de ministre, donc responsabilité d'ailleurs que vous vous étiez préparé à ne pas obtenir, mais ce n'est pas à votre dépens que François Hollande, que vous accompagnez au plus près depuis 10 ans, a choisi de manifester son ingratitude, qu'il revendique d'ailleurs désormais comme chef de l'État. On parlera de la présidence Hollande et de vous, avec Perrine Tarnaud tout à l'heure, Perrine Tarnaud de Public Sénat, et avec Samir Tounsi de l'agence France Presse, notre partenaire, des premières décisions prises ou attendues de la place et de l'avenir du Parti Socialiste. Vous voulez un PS rangé derrière les couleurs du hollandisme pour rester au pouvoir 10 ans, ainsi que vous l'écrivez dans une tribune publiée par Le Monde. Notez que les téléspectateurs interviennent au cours de cette émission par le biais de l'application TV Check de notre partenaire Orange. D'abord, au risque de vous choquer, en plein drame social, est-ce que le volailler doux mérite d'être sauvé? Vous défendez un élevage de qualité,
Doux ne fait cuisiner des poulets de M, selon le critique gastronomique du Monde 2 qui pose cette question sacrilège. Il pose cette question, il oublie une chose, c'est que derrière l'entreprise Doux, le nom, il y a 4000 salariés, 800 à 900 éleveurs. Et c'est ça qui m'importe et qui importe aussi Arnaud Montebourg et Guillaume Garot qui travaillent avec moi maintenant. Oui. C'est de cela dont il s'agit. Et en même temps, il s'agit d'une production de poulet de bas de gamme, certes, oui, mais qui aujourd'hui en France voit 40% de notre consommation être importée. Donc les deux réunis méritent que l'État, dans la mesure de ce qu'il peut faire, soit à l'écoute et surtout cherche à trouver une solution pour éviter le dépôt de bilan. Mais ces éleveurs, ils sont 800, bien sûr, on pense à eux. Ils sont entraînés dans une course folle depuis des années par Doux, on le sait. Ils produisent au bout de 50 jours des poulets qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas d'eau. Qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas d'eau. Qui des poulets qui avaient des débouchés à l'exportation, jusqu'ici. Oui. Qui ont, bien sûr, sûrement... il y aura à réfléchir sur l'évolution de cette filière. Oui. On ne peut pas dire que ça soit... Qui est représenté aussi par les poulets de Bresse, et les poulets de Gers ou de Loué, hein, c'est autre chose. Oui, mais là, il faut que vous sachiez quand même que les poulets de Bresse ou les poulets de Loué, c'est un poulet qui coûte plus cher que tout le monde. Et ça, je vais le dire ce soir de manière très claire. Oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui n'ont pas accès quotidiennement à la nourriture. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est comme la question de la santé. Et donc on a un problème dans une crise comme que nous traversons, avec le chômage que nous connaissons. Aujourd'hui, on a un problème d'accès à la nourriture. Donc on ne peut pas considérer que tout le monde doit manger du poulet de Bresse, malheureusement. Malheureusement. Et il y a en France, en plus, des gens qui consomment du poulet, mais pas rôti, pas complet. Ça reste d'ailleurs une spécificité française, qui est liée au modèle du repas français. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui consomment du poulet autrement, des cuisses, des ailes, ou qui consomment du poulet dans différents produits. Donc on est bien obligé de répondre à cette demande. Bon, aujourd'hui, les syndicats du volailler Doux craignent la casse sociale et le dépeçage de l'entreprise. Bien sûr. Ils auront les deux. Non, je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait que l'offre qui a été faite aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres, hein, puisque le tribunal n'a pas encore décidé, il y a des reprises qui sont proposées, elles ne sont pas suffisantes. On doit travailler pour améliorer, en particulier au niveau social, ce qui est proposé aujourd'hui. C'est tout le débat que nous pouvons avoir, et c'est le débat que nous aurons dans les semaines et dans les jours qui viennent. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait aucune possibilité de pérenniser une grande partie de l'activité. Ça, c'est déjà acté. Maintenant, il faut qu'on progresse. D'accord. Est-ce que le patriarche Charles Doux, qui a 75 ans, devra rendre des comptes? Écoutez, le patriarche a été celui qui a piloté et dirigé cette entreprise pendant des années. Il y a eu la phase d'expansion, et puis il y a eu après des phases catastrophiques.